L'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT offre un tout nouveau MOOC gratuit sur les plans de végétalisation. Dans la plus récente version du guide du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, l'élaboration d'un plan de végétalisation est devenue une étape incontournable dans la restauration des sites miniers au Québec. Ce cours en ligne, offert par la professeure Marie Guiteny, vous accompagnera pas à pas pour comprendre cette exigence et l'appliquer dans vos projets. Inscrivez-vous dès maintenant. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, mon nom est Marie-Ève Lacombe, conseillère en communication au service des communications et du recrutement de l'UQAT et je suis votre animatrice. Donc, pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, ces conférences offertes à distance ont pour objectif de présenter les résultats des travaux de recherche des membres de l'équipe de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT, pour qui le transfert des connaissances est une priorité. Les webinaires sont ainsi offerts par des membres du corps professoral de l'Institut. Avant de débuter, quelques points d'information. La présentation d'aujourd'hui sera d'une durée d'environ 40 minutes, suivie par une période de questions de 15 minutes. Je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses pour adresser vos questions et non via le chat, s'il vous plaît. La conférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site web des webinaires, où vous trouverez d'ailleurs tous les enregistrements des webinaires passés. Alors aujourd'hui, nous recevons le lauréat 2023 du prix du meilleur article étudiant IRMUQAT Polytechnique en restauration minière. Il s'agit d'Adrien Dimec, qui nous présente une conférence intitulée « Évaluation multi-échelle de la précision de la teneur en eau volumique estimée à l'aide de la tomographie de résistivité électrique dans les résidus miniers ». Alors voilà, Adrien est professeur en géophysique appliquée au département de génie de la construction et du génie de l'environnement à l'École de technologie supérieure à Montréal depuis 2023. Il détient une formation d'ingénieur, il est titulaire d'une maîtrise en géophysique appliquée et d'un doctorat en génie minéral de l'UQAT. Ses expertises sont la géophysique appliquée à l'hydrogéologie, à l'environnement minier et la géotechnique, et les approches de suivi autonome et à grande échelle de recouvrement minier en utilisant la tomographie de résistivité électrique, ainsi que le géoradar et les méthodes sismiques. Et voilà, je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite un bon webinaire, oui. Bonjour Adrien. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter un des articles de ma thèse qui s'intitule, donc qui porte sur l'évaluation de la teneur en eau dans les résidus miniers à partir de la résistivité électrique. Je vais vous présenter une mise en contexte du projet, un peu vous expliquer pourquoi on a fait ce projet de recherche, vous expliquer comment mon projet de doctoral s'intégrait dans un projet de recherche porté par une subvention par mes encadrants de doctorat à l'époque. Puis vous préciser un peu plus en détail quels étaient, moi, les objectifs de mon projet de doctorat et quels étaient plus spécifiquement les objectifs et la méthodologie de l'article qui est présenté aujourd'hui. Donc, on va passer ensuite à la présentation des travaux réalisés. Donc, vous allez voir à différentes échelles, de la plus petite échelle en laboratoire facilement reproductrice, à des essais à plus grande échelle, donc au laboratoire, et enfin une application sur le terrain. Et finalement, la dernière partie des travaux va porter sur la comparaison multi-échelle de ces relations qu'on a déterminées et l'importance des corrections. Donc, j'en parlerai un peu plus en détail pour avoir une estimation précise de la teneur en eau, même en étant sur le terrain. Je prendrai un peu plus de recul ensuite pour vous présenter les synthèses puis les retombées attendues pour l'industrie minière donc de cet article, mais plus généralement de mon projet de thèse et du projet de recherche en général, et présenter quelques pistes de perspective pour l'avenir. Avant d'entrer dans le détail de l'article, on peut
mettre la table à pourquoi on a fait ce projet de recherche. Vous le savez sans doute tous, l'industrie minière génère une grande quantité de rejets. Donc on parle de stériles miniers qui sont la roche qu'on va avoir besoin d'extraire, qui est sans minéralisation et qu'on va souvent stocker dans les halles d'astériles, qui est représentée ici. Je vais mettre mon option pointeur. Donc ce qu'on a représenté ici. Et une bonne partie des rejets proviennent de l'extraction du minerai qui va être concassé, concentré, mélangé à de l'eau de procédé et déposé dans des parcs à résidus. Donc on a toutes sortes de parcs à résidus, mais dans le cas de cette étude, on s'intéressait à un résidu un parc à résidus pour lequel les résidus étaient déposés sous forme si vous voulez, semi-liquide, si on veut, donc on n'a pas des résidus filtrés. Et c'est ce qu'on avait ici, donc dans le petit schéma. Et ce qu'on voit, c'est un exemple typique d'une mine d'or à ciel ouvert, de type haut tonnage, faible teneur, où pour chaque gramme d'or qu'on extrait, on a environ 1 tonne de minerai qui est extraite du sol, donc environ avec les mains 2 tonnes de résidus qui sont déposés dans le parc à résidus. Donc en fait, la très grande majorité des roches extraites pour extraire ce concentré sont des stériles. Donc, cette carte, elle établit un inventaire des parcs à résidus et des halles d'astériles à l'échelle du Canada. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'une grande quantité de parcs à résidus sont de très, très grandes dimensions. Donc, on va parler de plusieurs, d'environ 400 sites répertoriés, dont une vingtaine est plus grande que 10 km², donc couvre une surface qui est plus grande que 10 km² en surface, donc vraiment vue du haut. Au Québec, on parle d'environ 130 km² occupés par les halles d'astériles, les parcs à résidus et les fosses. Et le cas qui va nous intéresser en Abitibi, donc la mine canadienne-malartic, qui se situe dans cette zone-là, donc on parle d'un parc dont les dimensions sont les suivantes, donc environ 640 hectares, donc 6 km² environ pour le parc à résidus. Donc on a des aires d'entreposage de rejets qui ont des dimensions très significatives et on parle juste de l'empreinte au sol. Donc les enjeux qui nous intéressent pour ce projet, c'était les enjeux principalement de stabilité géochimique, mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est qu'on va avoir 2 types d'enjeux de stabilité pour les aires d'entreposage, donc des enjeux de stabilité géochimique avec la génération, dans certains cas, de drainage minier-acide, donc quand les minéraux sulfureux vont interagir avec l'air et l'eau de l'oxygène. Et on a un deuxième type d'instabilité qui n'est pas abordé à proprement parler dans ce travail, mais qui est un autre champ d'application, cas d'application possible des méthodes qu'on développe. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu. On a ici un exemple de la rupture de digue à Brumadinho au Brésil en 2019. Donc ça c'est le parc avant la rupture. Ici on a une petite animation qui montre la rupture du parc en tant que tel et l'état du site après la rupture. Dans les deux cas, on peut avoir des conséquences importantes et donc on a besoin finalement de développer le maximum de méthodes et d'outils pour empêcher ces instabilités. Et c'est notamment une bonne partie des travaux de l'Institut de recherche en mines et en environnement qui s'adresse à ces enjeux. Donc, si on s'intéresse plus spécifiquement au contrôle de la génération de drainage minier-acide, ici, le même schéma simplifié d'un parc à résidus avec les principaux mécanismes qui peuvent mener à l'oxydation dans le cas où des résidus contiendraient par exemple de la pyrite, donc des sulfures. Le but, c'est qu'on veut d'une certaine manière bloquer les réactifs de cette réaction d'oxydation. Donc on veut soit enlever les sulfures, on va parler d'approche de désulfuration par exemple, soit bloquer les 2 autres réactifs ou un des 2 autres réactifs, donc soit l'oxygène, soit l'eau. Et ici, dans l'exemple qui nous intéresse, ce sera des barrières à l'oxygène. Donc on va chercher à empêcher autant que possible l'oxygène de l'atmosphère à aller
au contact des résidus. Et l'idée, c'est que puisqu'on bloque de manière efficace les flux d'oxygène, on va aussi bloquer de manière stable et durable dans le temps la génération d'acidité. Et ces barrières, ces recouvrements qu'on va mettre en place, finalement, ont une performance, dans le cas d'une barrière à l'oxygène, ont une performance qui est directement reliée à la teneur en eau. Et donc, pour s'assurer que le recouvrement se comporte de la bonne façon, et, joue son rôle sur le long terme et de manière globale dans l'espace, on va mettre en place généralement des stations de suivi de teneur en eau. Donc on va localement mesurer la teneur en eau dans les matériaux, dans les couches d'intérêt du recouvrement, généralement dans la couche de matériaux fins d'une couverture avec effet de barrière capillaire. Et on va avoir comme ça un certain nombre de stations qui sont disséminées à l'échelle du parc. Mais si on fait maintenant le lien avec la surface, l'étendue spatiale que représentent ces aires d'entreposage, on réalise que des stations localisées comme ça, qui vont finalement être sensibles à un volume d'investigation de quelques décimètres cubes, on va dire 1 litre autour de chaque sonde, on réalise que reposer sur une instrumentation purement localisée donne des informations dans un très petit volume d'investigation. Et donc, on a deux choix. Soit on assume que la sonde, la station qu'on a mis en place est représentative de la zone dans laquelle elle se trouve, soit on met un très grand nombre de stations et on comprend que avec les échelles dont on parle, on va être limité et en termes de coûts et en termes de gestion des données. Et donc l'objectif du projet de recherche, c'était d'apporter des outils, d'utiliser des outils qui sont par ailleurs relativement courants pour étendre finalement le volume d'investigation de ces mesures, de ces suivis de teneur en eau dans les recouvrements miniers. Et la question, l'hypothèse de départ, c'était, puisqu'on utilise la géophysique par exemple pour me faire des estimations de teneur en eau dans d'autres milieux, comme les glissements de terrain par exemple, appliquons-le, essayons de l'appliquer pour estimer la teneur en eau dans des matériaux qui composent les recouvrements miniers, avec les spécificités spécifiques au recouvrement minier. Donc on va parler de milieux anthropiques, dont les épaisseurs sont relativement faibles et qui vont avoir des contrastes de propriétés très très importants quand on parle de couverture avec effet de barrière capillaire. Donc, avant de rentrer plus en détail dans le projet, peut-être un petit aperçu de l'application de la géophysique, en particulier la méthode qu'on a ciblée, la tomographie de résistivité électrique. Donc, on a produit une revue des applications de suivi temporel de tomographie de résistivité électrique. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un engouement assez important depuis une dizaine d'années pour ces techniques dans un nombre de domaines grandissant finalement. Alors qu'à la base, on avait souvent des applications en hydrogéologie pour être relativement schématique et en suivi de contaminants. On a de plus en plus des développements, par exemple pour étudier la dynamique des gaz dans le sol, la végétation, tant en termes de croissance de végétation que de l'effet spatial que la végétation peut avoir sur l'écoulement de l'eau, pour des suivis de permafrost, de glissement de terrain et de suivi de stabilité d'infrastructures de manière générale. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait très peu d'applications en environnement minier. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc quand on parle d'applications en environnement minier, on va parler de l'application de la tomographie de résistivité électrique pour faire le suivi de l'efficacité des barrières imperméables. Donc on peut penser à des géomembranes pour étudier les écoulements d'eau dans les rejets miniers et pour évaluer la stabilité géochimique des rejets. Donc ça met la table au projet de recherche qui a été financé par l'ancêtre des demandes de subvention Alliance. Donc c'était recherche et développement coopératif. J'ai utilisé le terme Alliance pour ramener ça au programme actuel, qui était porté par ma directrice de thèse, la professeure Lisen Cheng à l'UQAT, et qui était co-porté par Bruno Bussière, mon co-directeur de thèse à l'UQAT également,
Gabriel Fabien Ouellette, professeur à Polytechnique Montréal, et Michel Chouteau, mon co-directeur de thèse également, qui était également à Polytechnique Montréal. Et le titre global de ce projet de recherche, qui était environ d'un montant de environ 300 000 $ en espèces, s'intitulait donc « Développement d'un système de mesure électrique automatisé pour aider à la surveillance des ouvrages de restauration des sites miniers ». Et c'était un projet qui s'est tenu de 2019 à 2022, avec plusieurs partenaires miniers. Les noms ont changé, j'ai mis les noms qu'il y avait dans le formulaire de la demande de subvention. Mais la mine Éléonore, IAMGOLD, la mine Caledon Malartic, donc Agnico Eagle aujourd'hui, et Rio Tinto. Et c'était un projet qui incluait deux PHQ, donc une étudiante de maîtrise, Anne-Isabelle, et un projet de doctorat, donc, qui est ce que je vous présente aujourd'hui. Peut-être avant de parler de l'article plus en détail, attardons-nous sur la méthode qu'on applique, donc la tomographie de résistivité électrique. Puis j'ai préparé une petite animation pour comprendre ce que fait la tomographie de résistivité électrique et ce que ça permet d'estimer, ou en tout cas comment nous on l'utilise pour estimer la teneur en eau. Donc le principe est relativement simple. La conductivité électrique dans un milieu traduit la capacité du milieu à permettre un courant électrique de circuler. Donc ici, on a un milieu très simple, où on a un milieu donc, encaissant d'une certaine conductivité électrique, ici en vert, on va dire moyenne, donc disons 1 millisiemens par centimètre par exemple. Et on a deux anomalies, une anomalie de faible conductivité électrique, donc un milieu très résistif, le courant va passer très difficilement. On peut penser par exemple à un milieu très sec, et une anomalie positive, donc une anomalie de conductivité plus importante que le milieu encaissant. On peut penser à une zone particulièrement humide, par exemple. Donc ce qu'on va faire en pratique pour faire une mesure de tomographie de résistivité électrique, c'est voyez ça vraiment comme une imagerie du sol, de manière analogue à ce qu'on fait en imagerie biomédicale. On va installer des électrodes à la surface du sol, qu'on va connecter à un appareil de mesure, et les différentes électrodes vont être utilisées 4 par 4, selon un protocole prédéterminé, pour injecter du courant dans le sol et mesurer des potentiels. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va un peu comme scanner les différentes zones du milieu investigué, et en se déplaçant, en utilisant des quadrupoles qui vont se décaler le long du profil d'électrodes, et en augmentant l'espacement des électrodes qui injectent le courant, on va être capable d'aller investiguer un volume de plus en plus important dans le sol. Donc faire ça à un moment donne une imagerie finalement. On a des données, ce qu'on appelle des données apparentes, donc des données qui investiguent la totalité du milieu, et on va retrouver la conductivité inversée, donc là, on va estimer la distribution du milieu sur lequel on a fait nos mesures à cet instant donné, par un processus mathématique qui s'appelle l'inversion. Et l'idée, c'est que si on assume que la conductivité est liée à la capacité, à la teneur en eau finalement, si on néglige les autres composantes qui peuvent influencer la conductivité électrique, on est capable de déterminer une relation entre la teneur en eau volumique, que je vais appeler TEV dans le reste de la présentation, et la conductivité électrique, et de donc convertir, si on veut, la conductivité électrique qu'on a inversée en distribution de teneur en eau. Et donc vous comprenez que en ayant des électrodes qui sont installées de façon permanente ou semi-permanente sur le terrain, en faisant des mesures de façon répétée dans le temps, on est capable d'imager à des moments différents la teneur en eau dans le sol, et donc de faire un suivi de teneur en eau. Toute la question étant de savoir, dans les matériaux des recouvrements, comment cette relation se comporte, et finalement, quelle peut être la précision de la teneur en eau qu'on va estimer à partir de la résistivité électrique. Donc cette diapo-là présente cette méthodologie, mais appliquée à l'échelle pilote. Donc l'idée du projet Alliance, c'était d'avoir une preuve de concept sur le terrain avec des recouvrements réels qu'on avait instrumentés et qu'on allait suivre dans le temps pour démontrer la faisabilité, si on veut, à relativement faible échelle. On parle de zones instrumentées d'une vingtaine de mètres de longueur. De mettre en place une stratégie d'acquisition de données automatique, automatisée, transfert de données autonome, de faire des inversions permettant de retrouver la conductivité électrique dans le milieu, d'avoir des relations
permettant de relier la conductivité électrique dans le milieu avec la teneur en eau volumique pour faire un suivi temporel de la teneur en eau et donc avoir finalement, si on revient à l'idée de surveiller, de faire le suivi de la performance des recouvrements, avoir des niveaux d'alerte par exemple. C'est vraiment l'idée finale du projet, ce serait d'utiliser la géophysique comme un outil d'identification de zones avec une performance dégradée. Donc par exemple, si on met une limite dans la teneur en eau prédite à, je ne sais pas moi, 85% en termes de saturation, dès que la teneur en eau ou le degré de saturation diminue en dessous de cette valeur seuil, finalement d'avoir un niveau d'alerte pour dire peut-être qu'il n'y a pas de sonde de suivi dans cette zone-là, mais la résistivité électrique qui fournit une imagerie plus globale, identifie que cette zone-là semble être particulièrement à risque, donc finalement, soit de réinstaller une station d'instrumentation à cet endroit, soit de proposer des correctifs au recouvrement. Donc une fois qu'on a la vue d'ensemble du projet de recherche, du projet de doctorat, on peut passer un peu plus aux questions de recherche, puis donc je vais présenter un peu plus en détail les travaux qui ont été publiés dans l'article qui a été primé. J'aurais peut-être dû grossir les noms, mais je veux prendre un temps pour remercier mes co-auteurs de cet article. Donc, c'est un travail collaboratif. Anne-Isabelle et Karine Sylvain ont été très impliquées dans cet article. Vous verrez qu'on a travaillé sur des montages de laboratoire qui étaient menés par Anne à une échelle et par Karine à une autre échelle. Lisanne, ma directrice, Bruno et Michel, mes co-directeurs, ont été bien sûr impliqués dans la rédaction. Chang, Gabriel, Fabien Ouellette, Charles ont été également impliqués dans la conception, le traitement des données et la rédaction. Et enfin, mes collaborateurs de la Commission géologique d'Angleterre qui ont fourni l'appareil de mesure de résistivité autonome, donc Paul Wilkinson, Philippe Meldrum et Jonathan Chambers. Donc les objectifs spécifiques de cet article, on avait 3 objectifs essentiellement. On voulait mettre en place une méthodologie de laboratoire à petite échelle facilement reproductible pour obtenir la relation reliant teneur en eau et conductivité électrique dans les résidus. On voulait, en deuxième objectif, s'assurer que cette relation qu'on avait déterminée en laboratoire à petite échelle, dans des conditions contrôlées, restait valide et restait applicable à différentes échelles, donc du plus petit vers le plus grande échelle. Donc essentiellement, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé des sondes, des teneurs en eau estimées par la conductivité électrique, traduite en teneur en eau, et par des sondes de teneur en eau, à différentes échelles. Et le troisième objectif, ça a été finalement de mettre en place les corrections qui mènent à la meilleure précision de la teneur en eau. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a quantifié l'impact, notamment de la correction de température, pour prendre en compte la température, les variations de température qu'on va avoir dans les recouvrements miniers tout au long de l'année. Donc c'est une correction spatio-temporelle. Et aussi pouvoir prendre en compte la conductivité de l'eau, puisque plus l'eau va être conductrice dans le milieu, plus la conductivité va être importante, et cela même à une teneur en eau égale. Donc c'est important de prendre ces 2 paramètres en compte. Voici la méthodologie, donc illustrée avec des schémas. On a travaillé à 5 échelles différentes. À l'échelle, comme je le disais, du laboratoire, on parle de cellules d'une dizaine de centimètres de diamètre, donc qu'on a appelé les cellules Tempé électriques. Vous allez voir que c'est basé sur la géométrie des cellules Tempé qu'on utilise pour faire une courbe de rétention d'eau de façon courante dans ce type de matériaux. On va avoir ensuite deux échelles en laboratoire, donc des essais en chaudière qu'on a réalisés avec Karine Sylvain et des essais en colonne qu'on a réalisés avec Anne-Isabelle. Et ensuite 2 échelles, 2 applications terrain. Aujourd'hui, je vais principalement parler de l'échelle pilote in situ, donc la plus grande échelle à laquelle on a testé la méthodologie pendant la thèse. Donc, je disais 24 mètres, ici j'ai écrit 30 mètres, les profils mesuraient 24 mètres de longueur. Mais aussi, on a aussi eu une échelle intermédiaire qui était similaire à l'échelle de colonne, où là on avait
la totalité du recouvrement qui faisait 2,3 mètres de haut, mais avec des profils qui étaient très denses en électrodes verticalement et qui étaient espacés de moins d'1 mètre. Donc on a quelque chose qui se rapproche à la colonne. Par souci de simplicité, là j'ai présenté juste les échelles pilotes in situ, puis ces 5 échelles sont décrites dans l'article. Donc la méthodologie pour estimer la précision des valeurs de teneur en eau prédites par la méthode électrique, on a à chaque fois, pour chaque échelle, des conditions que j'ai appelées les conditions météo, donc finalement les précipitations, la température de l'air en surface. On va avoir des données provenant ensuite de 2 sources, des données qui proviennent de stations hydrogéologiques, donc en pratique des sondes. On parle de sondes TEROS 12 de Meter Group, qui vont être installées à plusieurs profondeurs dans les colonnes et sur le terrain. Ces sondes nous donnent une mesure la plus précise possible de la teneur en eau volumique à l'endroit où sont les sondes. Donc encore une fois, on parle d'un volume d'environ 1 litre autour de la sonde. Donc ça, c'est notre vérité, c'est notre valeur de référence. Et on va avoir des électrodes qui sont connectées à un résistivimètre. On automatise les mesures pour faire des mesures de façon fréquente dans le temps, à un espacement généralement régulier. On inverse la conductivité électrique. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la correction de température, comme j'ai dit, pour prendre en compte l'effet de la variation de température. Pareil pour la conductivité du fluide interstitiel. Et on utilise nos relations pétrophysiques estimées à petite échelle pour prédire une teneur en eau à partir de la méthode de résistivité électrique. Et finalement, la comparaison des deux au même endroit, donc de manière colocalisée, va nous informer sur la précision de la teneur en eau volumique prédite à partir de l'électrique. Et ce que ça permet de faire, cette méthodologie, c'est qu'on peut regarder quelle est cette précision avec ou sans la correction de température, avec ou sans la correction de conductivité du fluide, et avec une relation pétrophysique qui a été déterminée à différentes échelles. Quelques mots sur la relation pétrophysique qui va relier la conductivité électrique globale à la teneur en eau, ici exprimée sous forme de saturation, mais bon, le degré de saturation et le N, la porosité, sont reliés à la teneur en eau volumique. Puis, sans rentrer trop dans les détails, ce qu'on va réaliser, c'est que selon ce modèle très simple, on voit que la conductivité du milieu est directement liée à la conductivité électrique du fluide, donc c'est une relation directe. Une relation linéaire. On va avoir aussi une influence de la porosité qu'on a supposée constante au cours du temps dans nos essais. La saturation, le degré de saturation, donc relié à la teneur en eau qui lui varie dans le temps, et les paramètres d'Archi qu'on va aller calibrer. Donc ça donne ce type de relation entre la conductivité électrique exprimée en millisiemens par centimètre et la teneur en eau volumique exprimée en mètres cubes par mètre cube. Et ce que j'identifie ici, c'est l'influence du fluide interstitiel. Donc il est évident, si on double la conductivité électrique du fluide interstitiel, toutes choses étant égales par ailleurs, on va doubler la conductivité électrique du milieu. Et l'influence de la température, ici c'est pareil, pour 1 degré de plus dans le milieu, on va avoir une augmentation de 2% de la conductivité électrique. Donc aussi également une correction linéaire dans ce cas-là. Une influence linéaire dans ce cas-là. Donc, passons au résultat. On va passer en revue les différentes échelles. Commençons à petite échelle. Donc, ici, vous avez un schéma de la cellule qu'on a appelée la cellule Tempé électrique. Donc, pourquoi on a appelé ça cellule Tempé? Vous le voyez, pour ceux qui connaissent la manipulation des cellules Tempé traditionnelles, on va avoir notre échantillon de sol généralement non remanié. Ici, on l'a remanié, qui va être soumis à des incréments de pression par le haut, donc qui vont simuler finalement qui vont être l'analogue d'une succion appliquée à la base de l'échantillon. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est au cours de ces différents paliers de pression, on va aller peser la cellule pour mesurer la quantité d'eau qui reste dans le matériau à ces différents paliers de pression. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement intégré une mesure de résistivité électrique assez pesée pour avoir non seulement la mesure de la teneur en eau qui reste dans la cellule, mais aussi une estimation de la résistivité électrique. Ici en haut à gauche, des résultats de courbes de rétention d'eau typiques, si on veut,
donc on voit la teneur en eau qui évolue et qui diminue plus on augmente la pression appliquée par le haut, donc un analogue de la succion. La traduction en termes de résistivité électrique inversée dans la cellule, on avait 2 duplicata, donc c'est les 2 couleurs qu'on a ici. Et la relation, quand on extrait ces couples teneur en eau, conductivité électrique à ces différents paliers de pression. Et donc on est capable comme ça d'avoir une relation entre la conductivité électrique et la teneur en eau, et de calibrer un modèle d'Archi, donc ce que je vous ai présenté plus haut, donc de calibrer les paramètres du modèle d'Archi. Et dans un cas particulier en laboratoire, l'avantage c'est qu'on connaît la conductivité électrique de l'eau qui est extraite de la cellule et également la température. On est travaillé à une température constante de 25 degrés. Donc là, c'est la méthode la plus applicable à petite échelle pour obtenir cette relation dans des conditions qui sont très contrôlées. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a calibré ce modèle pétrophysique, eh ben, ça permet à différentes échelles de convertir une conductivité électrique en une valeur de teneur en eau unique. Donc on a une relation qui est directe ici, qui est bijectrice. Passons rapidement sur les autres échelles. Je veux juste vous présenter un survol des résultats. Je vous dirigerai vers l'article pour avoir plus de détails. Dans les essais en chaudière, on a des électrodes de part et d'autre de la chaudière, du résidu qui a été rempli jusqu'au sommet des électrodes. Et selon les essais, différentes sondes qui étaient installées. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des cycles de séchage-mouillage. Donc on avait des ventilateurs qui accéléraient l'évaporation, puis de façon régulière, on ajoutait de l'eau pour simuler des précipitations. Donc ici, on a une imagerie en conductivité électrique d'un essai. Donc ce qu'on voit, c'est le front d'eau qui s'infiltre petit à petit dans le matériau et qui finit par s'évaporer. Ici, les données temporelles. Donc notre essai de précipitation a réalisé à ce moment-là. Puis la sonde a une profondeur d'environ 10 cm qui a mesuré cette augmentation de teneur en eau conséquemment à la simulation de l'essai d'infiltration. Et la conductivité électrique dans cette zone, autour de la sonde, qui augmente de façon similaire. Donc, en reproduisant la même méthodologie, on est capable de calibrer une relation pétrophysique spécifique de cette échelle et la comparer donc en noir, et la comparer à la relation pétrophysique obtenue à plus petite échelle en bleu. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, ce sont les mêmes. Les 2 relations sont similaires. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ensuite comparer les estimations de teneur en eau en utilisant la relation spécifique à cette échelle en noir et la comparer avec les estimations de teneur en eau réalisées avec l'échelle à plus petite échelle. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, la teneur en eau estimée est relativement invariante dépendamment de l'échelle. On a une erreur de plus ou moins 0,2 m3 par mètre cube. Ça, c'est proche de l'erreur d'une sonde non calibrée, par exemple. Même approche à plus grande échelle. En laboratoire, on a notre colonne donc, qui avait une géométrie similaire à celle d'un recouvrement minier. Donc là, on a une alternance roche stérile, résidu roche stérile. Et ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a laissé un drainage libre de la cellule. Ce qu'on voit, c'est que la couche de stérile se draine plus rapidement dans un premier temps, puis ensuite la zone, après une longue période de temps, en ayant également un ventilateur pour accélérer l'évaporation, on se rend compte que la conductivité diminue de façon significative et se propage au fur et à mesure de l'expérience. Pour atteindre une teneur en eau minimale à la fin de l'expérience, après une cinquantaine de jours, de 0,25, alors que la porosité était d'environ 0,4 m3 par mètre cube. Donc, même méthodologie, on traduit les conductivités électriques en teneur en eau en utilisant les 2 relations à cette échelle et à petite échelle, et on est capable d'estimer une erreur qui était un peu plus importante qu'à plus petite échelle, mais qui restait somme toute tolérable. Ensuite, je vais passer peut-être un peu plus de temps pour parler de l'application terrain, parce que c'était vraiment le saut d'échelle qui était le plus intéressant, mais avec des enjeux
propre au terrain. Donc, sur le terrain, on ne contrôle pas la gamme de teneur en eau qu'on va échantillonner. On est contraint d'avoir une variation de teneur en eau qui est vécue réellement par le recouvrement. Donc, quelques mots sur le terrain où on a appliqué cette méthodologie. On a fait ces travaux sur une section du parc à résidus de la mine canadienne-Malartic. Donc, vous avez une vue satellite à gauche de l'écran. Ici, la vue de la zone restaurée, je veux dire, avec les recouvrements expérimentaux avant et après leur mise en place. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a différents recouvrements. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents recouvrements. On va s'intéresser principalement à cette cellule ici, la cellule de CEBC, donc tout en haut à droite de mon schéma, donc au nord-est des 4 cellules de recouvrement. Puis on parle de cellules de grande échelle, environ 300 mètres de long, 18 mètres de large, 2 mètres de hauteur, chacune des 4 recouvrements expérimentaux. Et les zones en rouge sont les zones qu'on a instrumentées avec des électrodes et pour lesquelles on a fait un suivi en continu. Et ces zones-là, comme je disais, elles font 24 mètres de longueur. Donc, quelques mots sur le recouvrement expérimental, donc la CEBC expérimentale. On avait la mine canadienne-Malartic a mis en place, au-dessus des résidus et du parc, une couche de stériles de 30 cm de haut. Donc, par-dessus des stériles, soit les stériles des bermes, soit les stériles qui ont été rajoutés au niveau du plateau pour permettre à la machinerie d'embarquer sur les résidus. On avait ensuite une couche de 1 mètre d'épaisseur de résidus provenant du parc qui jouait le rôle de la couverture, de la couche de rétention d'eau. 50 cm de stérile au-dessus et le tout surmonté de 40 cm de morterin et 10 cm de terre végétale pour favoriser l'implantation de la végétation. Donc, à cette échelle, on a encore nos sondes de teneur en eau Teros 12 qui sont installées selon un profil vertical au centre du profil d'électrode. Les piézomètres verticaux qui ont été installés de part et d'autre de ces sondes dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et les électrodes qui ont été installés de part et d'autre de la couche de résidus, donc, pour finalement avoir une résolution maximale à l'intérieur des résidus, qui est la zone dans laquelle on veut avoir le maximum de précision pour cette preuve de concept. Quelques vues de drone du recouvrement et des stratégies d'instrumentation qui ont été choisies. Les différentes zones sont donc visibles sur cette image de droite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les câbles qui connectaient les différentes électrodes, on a environ 256 électrodes en tout, sont acheminés aux containers d'instrumentation qui sont ici présentés sur la diapositive à gauche. Et donc, dans ce container d'instrumentation, on avait l'appareil, le résistivimètre électrique qui était autonome, qui faisait 4 imageries par jour et qui a roulé pendant 2 ans. Ici, dans cet article, on présente les données juste de la première année du suivi, dans le fond. Et une antenne et un routeur qui permettaient de transférer ces données à distance à nos serveurs pour faire finalement l'inversion et le traitement des données ensuite. Quelques résultats du suivi. Donc, on voit une période qui s'étend de juillet 2021 à juillet 2022. Donc, on s'est concentré sur 1 an de monitoring. Mais comme je disais, le monitoring a duré plus longtemps. Et en réponse à une période spécifique, donc ici une période relativement humide après des précipitations importantes, début juillet 21. Et ce qu'on voit, c'est que la teneur en eau mesurée par les sondes augmente de façon assez significative suivant cet essai d'infiltration, cette précipitation, et c'est corrélé, c'est cohérent avec l'augmentation de la conductivité électrique normalisée à 25 degrés, mesurée par la résistivité électrique, dans la même zone. Et donc, ce que permet de faire l'électrique, par rapport à ces sondes qui mesurent juste au centre de la cellule, c'est d'avoir une imagerie continue dans l'espace et le temps. Donc ici, on a l'estimation de la teneur en eau prédite à partir de la résistivité électrique sur notre profil de 24 mètres de longueur et la hauteur de notre recouvrement de 2,3 mètres de haut à différents moments. Et donc, on a des mesures comme ça en tout temps pendant le suivi. Donc, 4 imageries par jour, encore une fois.
Même application, on est capable de comparer localement les variations de teneur en eau entre les mesures prédites par l'électrique et les mesures effectuées par les sondes. Et ce qu'on voit, c'est que la plage de variation de teneur en eau est beaucoup plus faible. On avait des teneurs en eau qui évoluaient de 0,3 m3 par mètre cube à 0,37 m3 par mètre cube. Donc, on n'est pas capable finalement d'investiguer cette relation sur une grande plage de variation de teneur en eau. Mais globalement, on avait une précision qui était très, très satisfaisante et qui était cohérente avec les résultats à petite échelle. Un résultat rapide de l'application de ça à de la méthodologie à différents moments et pour les 4 cellules qui ont été instrumentées. Et enfin, la dernière partie des résultats va se rapporter à la comparaison multi-échelle et à l'importance des corrections. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette diapo montre la correspondance des relations pétrophysiques, donc teneur en eau, conductivité, à toutes les échelles. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, toutes les relations pétrophysiques déterminées à ces différentes échelles restent dans une plage d'erreur de plus ou moins 0,3, plus ou moins 0,03 m3 par mètre cube par rapport à la relation déterminée à petite échelle. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est que on est capable, il n'y a pas d'effet d'échelle significatif comme on aurait pu penser dans un matériau plus grossier. Si on échantillonne à l'échelle d'une petite cellule de 10 cm de diamètre, les relations pétrophysiques qu'on va obtenir vont rester valides à plus grande échelle, ce qui aurait été probablement faux avec des matériaux de beaucoup plus grosse granulométrie. Donc, on se serait attendu à ne pas avoir ce type de validité à plusieurs échelles, mais les résidus étant des matériaux très fins, on n'a pas ici d'effet d'échelle significatif. Quelques mots ensuite sur l'importance des corrections. Donc ici, on va voir la correction entre la teneur en eau prédite par rapport à la teneur en eau estimée. Donc ici, prédite par l'électrique, estimée par pesée dans la cellule tempée. Et ce qu'on va voir, c'est l'effet des différentes corrections sur cette estimation. En premier, en noir, on n'a aucune correction, et ce qu'on voit, c'est que si on ne prend pas en compte la variation de température, si on ne prend pas en compte la variation de conductivité électrique du fluide, on va avoir une erreur qui est beaucoup plus importante. Donc ici, on va systématiquement sous-estimer la teneur en eau estimée par l'électrique. Par exemple, parce que sur le terrain, on est plus à 10 degrés dans le sol qu'à 25 degrés, donc on va sous-estimer à ce niveau-là. Et ce qu'on voit, c'est le gain de précision plus on applique des corrections qui sont précises. Et donc, quand on fait des corrections de température et de conductivité électrique de l'eau, on va là atteindre notre erreur qu'on avait tout à l'heure. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est que si on prend mal en compte la température, si on prend mal en compte la conductivité électrique, on va avoir une erreur qui va être 10 fois plus ou 8 fois plus élevée dans ce cas-là pour l'estimation de la teneur en eau. Donc, dans certains cas, ça va être la différence entre un recouvrement qu'on va identifier comme étant fonctionnel de non fonctionnel. Donc, on insistait sur l'importance de cette prise en compte de la variation de température et de la conductivité électrique du fluide. En quelques minutes, j'ai été un peu plus long que ce que je voulais. Quelques synthèses retombées pour l'industrie de ce projet de recherche dans l'ensemble. Donc, ce qu'on a vu, c'est que on a validé la méthodologie pour établir la relation reliée à la teneur en eau et la conductivité électrique en laboratoire. Et ce qu'on a vérifié, c'est qu'elle est restée applicable au terrain. Et un des gros avantages de cette approche, c'est qu'on est capable d'avoir une méthodologie qui permet d'échantillonner toute la gamme de variations de teneur en eau de notre matériau, ce qu'on ne peut pas faire dans des colonnes ou même sur le terrain. On a validé que quand on prenait en compte de manière adéquate la température et la conductivité électrique du fluide, on était capable d'estimer la teneur en eau avec une résolution qui était satisfaisante. Et ensuite, on a démontré que l'application de la tomographie de résistivité électrique était possible à plus grande échelle. Donc on s'est limité à une zone plus restreinte, d'une vingtaine de mètres de longueur, mais cette méthode, elle pourrait être appliquée à plus grande échelle. Donc quelques perspectives, c'est les résultats finalement la synthèse des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l'article de revue, qui liste les différents mécanismes, phénomènes qui pourraient être, qui ont été déjà imagés avec la résistivité électrique et qui pourraient être suivis dans le temps, ici dans les aldostériles.
et ici dans les parcs à résidus miniers. Donc nous, encore une fois, on s'intéressait plus spécifiquement à la teneur en eau dans les recouvrements miniers. Mais ces travaux donc, ont mené à la mise en place de 2 projets financés, donc une subvention Alliance dont l'applicant principal, le chercheur principal est Vincent Boulanger-Martel à l'UQAT, et pour lequel je suis co-demandeur avec Bruno Bussière de l'UQAT et Benoît Plante de l'UQAT, et une autre demande de subvention Alliance MITAC cette fois-ci, qui est hébergée à Polytechnique et dont Gabriel Fabien-Ouellette est le chercheur principal, et pour laquelle on a plusieurs collaborateurs. Voici la bibliographie, puis je voudrais remercier l'IRM pour cette initiative qui est vraiment agréable de pouvoir présenter a posteriori des résultats d'un travail de recherche de longue haleine. Les partenaires industriels qui ont cru au projet et qui croient encore à ce type de projet, mes collaborateurs, et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Dimec. Merci, c'était très intéressant comme présentation, très impressionnant de voir les applications à l'échelle du terrain aussi, là. Alors, voilà, donc j'ai une première question. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses pour adresser vos questions. Le professeur Dimec est là pour ça. Donc, une première question qui, je crois, plusieurs personnes se posent. Est-ce que la tomographie de résistivité électrique pourrait permettre de mesurer les teneurs en eau volumique en conditions de sol gelé en hiver? Oui, je vous remercie pour la question. Je vais revenir peut-être à l'expression de la conductivité électrique et la manière dont elle est reliée aux différents paramètres d'intérêt. Allons-y avec ça. Donc, la conductivité électrique, c'est la capacité d'un milieu à conduire le courant électrique. Et ce qu'on remarque, c'est que dans ce modèle simple, finalement, la conductivité électrique est directement reliée à la conduction ionique, donc la capacité du fluide dans le sol à transmettre le courant par les ions. Et en fait, ce qui se passe, c'est donc que quand une partie de cette eau porale va geler, les ions qui sont dans cette eau porale vont être moins mobiles, et donc ça va faire en sorte que la teneur en eau non gelée va diminuer, et donc la conductivité va diminuer très fortement. Donc c'est comme si on avait un milieu qui va devenir beaucoup plus conducteur avec une quantité d'eau qui contient égale, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la partie liquide de l'eau qui va conduire le courant. Ouais. Exact. Okay. Donc, oui, on va avoir une signature, on va être sensible, la conductivité va fortement baisser quand le milieu va geler. Si on veut pouvoir estimer la précision de la teneur en eau non gelée, je plaiderais pour une méthodologie un peu similaire, où on a des sondes qui vont estimer la permittivité diélectrique. Donc, cette permittivité diélectrique, elle est aussi liée à la teneur en eau non gelée. Et donc, on pourrait faire vraiment la même démarche à différentes échelles également. Parfait. Donc, accessible pour des sols gelés un peu partout. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Parfait. Merci. En fait, c'est fait pour faire le suivi du permafrost. C'est une des principales applications de la revue qu'on a mis en évidence, c'était que on suivait la dégradation du permafrost. C'est ce qu'on voit ici. Plusieurs études suivent la dégradation du permafrost en mettant en évidence que la conductivité du milieu augmente au fur et à mesure qu'on a une fonte du permafrost. OK, parfait. Pergélisol, j'aurais dit. Oui, le pergélisol, exactement. C'est le terme anglais qui... Je pense que les gens, ils vous ont compris. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, on a une prochaine question. Quelle est votre expérience ou votre opinion sur la capacité des piézomètres à cordes vibrantes avec filtre en céramique à mesurer la succion dans les sols? Oui, c'est une bonne question, puis je vais malheureusement botter en touche. En fait, je vais expliquer un peu plus spécifiquement. Donc, je pense que cette question porte surtout sur la stabilité géotechnique. Bon, c'est pas tout à fait vrai. On pourrait avoir un intérêt à estimer la succion dans le non saturé, je veux dire la succion dans les recouvrements pour relier à la teneur en eau. Mais personnellement, je n'ai pas travaillé avec ce type d'instrument. Donc, la succion, on l'estimait avec des sondes de succion, donc des petites céramiques qui reliaient la succion à la résistance, mais je n'ai jamais utilisé personnellement. Est-ce qu'il y a une raison particulière au niveau de
Ouais, Est-ce que vous vouliez utiliser, vous vouliez tester ou... c'est vraiment... On ne peut pas tout tester les méthodes non C'est ça, plus. c'est vraiment en termes d'échelle. De ma OK. compréhension, des piédomètres à cordes vibrantes vont être utilisés pour aller estimer les surpressions dans les parcs plus en profondeur pour la stabilité physique. Puis on n'a OK. pas encore abordé ces... OK. On va l'aborder probablement davantage dans la demande de subvention qui est en cours, là. Donc, c'est plus pour un autre besoin. Oui, c'est ça, exact. OK, parfait. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Prochaine question. Vous pensez que cette méthodologie peut être utilisée pour l'évaluation du potentiel dans les projets de valorisation des résidus miniers? Donc, pensez-vous que... Oui. Oui, donc merci pour la question. Pour l'évaluation du potentiel de revalorisation des rejets, j'imagine que ce dont on parle, c'est la teneur en minéraux qui resterait dans les rejets. J'imagine que c'est ça la question. Dans ce cas-là, j'imagine que ce ne serait pas un suivi temporel qui serait pertinent, mais vraiment plus un suivi statique, une caractérisation, parce qu'on ne s'attend pas à ce que ces teneurs varient dans le temps. Donc finalement, si on mesure quelque chose qui varie dans le temps, ce ne sera pas notre cible. Puis donc oui, pour répondre à la question par rapport à l'imagerie statique, si je vais dans les résultats de la revue, je vais y aller rapidement, je pourrais aussi faire ça. Je vais y aller avec le mode multi-diapo. OK. En fait, ces figures de l'article de revue, elles combinent deux informations. Elles combinent les informations du suivi temporel de la méthode électrique, mais aussi les informations du suivi plutôt de l'imagerie des rejets avec la méthode électrique, donc pas de suivi temporel. Et c'est ce que je représente ici avec des zones hachurées en rouge. En fait, l'idée, c'est que, puis là, il faudrait vraiment pousser cette approche-là, mais il y a plusieurs chercheurs qui font ça, notamment en Espagne, c'est d'utiliser la géophysique, là on peut étendre ça, dont la résistivité électrique, pour imager les zones qui sont plus conductrices, puisque ces chercheurs font, c'est des corrélations entre la conductivité et la teneur, par exemple, en minéraux sulfureux qui vont retenir une partie de leur... OK, donc direct rattaché aux minéraux. C'est ça, c'est vraiment plus un lien indirect. Dans le OK. C'est plus la même approche que ce qu'on fait quand on fait de la prospection géophysique. Exactement. Pour retrouver un gisement. C'est d'appliquer ça à l'air d'un rejet. Mais là encore, il y a un paquet d'incertitudes ou un paquet de choses à prendre en compte parce que ça pourrait être des zones qui ont une accumulation, par exemple un pH plus faible où les minéraux sont davantage en solution, donc c'est pas nécessairement relié à la minéralisation. C'est des relations, j'imagine, plus spécifiques qu'on pourrait faire. OK. On fait une campagne de forage et on essaie de relier les signatures géophysiques aux résultats des forages. OK. Parfait. Merci beaucoup. Donc, prochaine question. Est-ce que les variations de porosité des matériaux mis en place à l'échelle pilote devraient être considérées pour corriger les images 2D de teneur en eau volumique obtenues par résistivité? Oui, absolument. Puis c'est une des lacunes de ce projet. Pour faire ces imageries-là, on est obligé d'utiliser le modèle d'Archi. Et le modèle d'Archi, dans ce cas-là, donc le modèle qui relie la teneur en eau et la résistivité électrique et la conductivité électrique, il assume une porosité. Donc dans ce cas-là, pour faire la traduction conductivité obtenue à l'échelle de D et teneur en eau, il faut assumer une distribution de porosité qu'on a bien contrainte en moyenne. Donc on a fait des mesures au nucléodensimètre, on a fait des mesures plus récemment lors du démantèlement de ces recouvrements avec des core samplers, je n'ai pas le terme en français, mais des échantillons de volume connus pour mesurer la porosité. Mais ça reste qu'on n'a pas établi une carte, une variation spatiale de porosité pour appliquer une relation qui va dépendre de la distribution spatiale de porosité. Donc oui, c'est une lacune. De la même façon que la conductivité électrique de l'eau a été estimée de façon globale également. On n'a pas une carte de conductivité électrique de l'eau. Puis c'est un des enjeux si on s'intéresse à la valeur spécifique en un point de la teneur en eau estimée. Par contre, là où on se sauve avec la porosité, c'est qu'on peut faire l'hypothèse que la porosité ne change pas au cours du temps. Donc si on regarde les variations de teneur en eau, en fait les variations de conductivité, une fois qu'on a pris en compte les variations de conductivité du fluide et de température, une variation de conductivité électrique va être liée à une variation de teneur en eau.
en assumant que la porosité n'a pas changé. Exactement. Donc, c'est de faire faire des liens là, exactement. En jouant avec Puis, les informations. On est faux peut-être, en fait, on ne prendrait pas en compte une variation spatiale de la porosité, mais en assumant que la porosité ne change pas au cours du temps, on va fait des enlever déductions. C'est ça, exactement. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, une autre question. Est-ce que la tomographie de résistivité électrique pourrait entièrement remplacer des systèmes de suivi de performance d'un recouvrement? Par exemple, les sondes TEV pour une CEBC. Et surtout, est-ce que la mise en place de cette méthode pourrait être moins onéreuse qu'une autre? Très intéressant comme question. Oui, très intéressant. Puis, je vous remercie de l'avoir posé. Non, clairement, la résistivité électrique, puis je pense que c'est ce que montre cette présentation, ne doit pas être vue comme un remplacement des instruments plus conventionnels. Donc Okay, des déjà stations. En place. Déjà en place. Okay. C'est vraiment pas ça l'approche. Voyez-le davantage comme une approche permettant d'interpoler entre deux stations qui seraient à, je sais pas moi, 500 mètres de longueur de distance. On a une station localisée, donc de teneur en eau, qui, toute proportion gardée, va donner une valeur de teneur en eau vraiment plus précise, si tant est qu'on calibre proprement la donnée de la sonde brute et qu'on installe la sonde sans modifier l'état du milieu en place. Mais donc, si on a deux stations distantes de 500 mètres, l'idée de la géophysique, ça va être de venir remplir le vide. La mesure est incertaine, la mesure est moins précise ou moins fiable que l'estimation de la teneur en eau, mais l'idée, c'est d'avoir une méthode qui va identifier des zones qui ne se comparent pas avec ce que les stations donnent, ou si deux stations donnent des résultats différents en termes de teneur en eau. On vient préciser. De savoir si c'est la station qui est problématique, qui n'est pas représentative de son milieu autour, ou si c'est vraiment de placer le curseur. Est-ce que c'est la moitié de la distance qui est problématique? Donc, c'est vraiment une méthode de complémentaire. Puis, d'une autre façon, on a besoin d'avoir des zones où les sondes et l'ERT va être colocalisées pour calibrer ou valider que la conversion teneur en eau à partir de la conductivité électrique est suffisamment précise, au moins au voisinage de la station. Exact. OK. Donc, c'est vraiment complémentaire. Oui, c'était vraiment une bonne question. Puis je pense que la deuxième partie, c'était est-ce qu'il y a des méthodes moins onéreuses? Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est relativement lourd à mettre en place, mais on met en place des câbles qui valent le prix d'un câble en cuivre et on met en place des électrodes qui valent le prix d'une rondelle d'acier inoxydable. Donc, puis de plus en plus, on a des systèmes d'acquisition qui vont être de moins en moins onéreux. Donc, ça reste une méthode quand même très efficace pour la zone qui est couverte, la résistivité électrique. Mais par exemple, dans le projet d'Alliance Mitax qui vient d'être financé, on va investiguer l'approche de suivi de sismique passif. Donc là, c'est des fibres optiques qu'on va déployer dans les recouvrements. Et l'idée, c'est, avec ces variations de vitesse d'ondes dans les sols, de faire un lien avec la teneur en eau. Donc ça, ce serait une méthode qui serait probablement moins onéreuse pour le capteur. Donc les fibres optiques, ça coûte moins cher que le système. Par contre, l'enregistreur de données, lui, est encore assez dispendieux. Donc on gagne d'un bord, on perd de l'autre. Mais de toute façon, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des stations à tous les 5-10 mètres, ce qui n'est pas réaliste. Là. Parfait. Donc, on poursuit la recherche. Oui, exactement, c'est ça. Parfait, excellent. Donc, on a le temps pour une dernière question. Donc, la méthode de tomographie semble avoir besoin de beaucoup d'instrumentation. Pour couvrir une halde ou un parquet entier, est-il possible de tout instrumenter ou y a-t-il besoin d'avoir recours à des géostatiques? Ouais. Géostatistiques. Oui, ça serait mieux. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Bonne question. Puis c'est aussi une des limites de cette étude qui était une preuve de concept et une des raisons pour laquelle on continue la recherche dans cette direction. Ici, ce qu'on voulait, c'était avoir une estimation dans les meilleures conditions possibles de la teneur en eau, de l'erreur de prédiction sur la teneur en eau. Donc on a vraiment beaucoup localisé nos instruments. On a des électrodes à la base des résidus, plus haut dans les résidus, donc qui ont nécessité de mettre en place le recouvrement au fur et à mesure qu'on installait les électrodes. C'est très lourd. Le but, c'est pas d'avoir ce type d'instrumentation à plus grande échelle. Partout, c'est ça. Mais c'est ça, la prochaine étape, ça va être
de faire ça à l'échelle des recouvrements au complet. Donc on parle de 300 mètres de longueur. Et l'idée, c'est avec uniquement des électrodes de la surface. Puis on va de la même façon investiguer le lien entre la teneur en eau mesurée et prédite. Puis ensuite, si on part... Donc là, 300 mètres, ça peut paraître grand, mais c'est tout petit à l'échelle des parcs qui font, comme je disais tout à l'heure, plusieurs kilomètres carrés. Donc c'est sûr que pour choisir les zones qui vont être instrumentées, les zones de plus grandes distances, de plus grande ampleur, mais qui restent localisées, ben là, ça va être un peu comme on fait une instrumentation de recouvrement. On va identifier des zones qui sont, par exemple, particulièrement à risque, ou des zones qui sont particulièrement représentatives du reste du recouvrement. Et c'est sûr que la géostatistique pourrait aider, ça sort de mon champ d'expertise, mais pourrait aider pour identifier quelles sont les zones où le gain d'information va être le plus important. Le plus payant, comme on dit. Exactement. Là. OK, parfait. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine cette période de questions. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. L'enregistrement d'aujourd'hui sera envoyé à l'ensemble des personnes inscrites à la conférence et rendu disponible sur le site Web des webinaires. Si vous désirez une attestation de présence, il nous fera plaisir de vous en transmettre une. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation à la maison. Merci beaucoup au professeur Dimec pour votre conférence. Merci beaucoup. Notre prochain rendez-vous est avec la professeure titulaire Isabelle Demers, qui offrira une conférence intitulée « Projet CRSNG sur l'utilisation de ciment pour stabiliser les parcs à rejets miniers inactifs ». Voilà, merci. Bonne journée. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.